Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Mantel avec vous, en direct de Montréal, 30 novembre, 30 novembre 2025. Voilà, je suis de retour pour un petit Facebook Live classique, tel que le veut la tradition. J'espère que vous portez bien. On a un petit thème ce soir, un retour après 2 semaines de pause. Et on va y aller, on va commencer bien sûr avec les points d'information, annoncer nos prochaines rencontres de janvier. Vous allez pouvoir mettre le tout à l'agenda, bien sûr, et on va aborder un thème, un petit thème, décidé à la dernière minute. Je vais vous conter une petite histoire autour de ça, un cas de figure, pour situer, bien sûr, notre thème du jour, que voici. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, j'espère que tout va bien et que vous êtes en forme en cette fin du mois de novembre. Alors voilà, on va avec les points d'information et le thème de ce soir. Est-ce que j'ai de la misère à voir le thème de ce soir? Penser clairement et distinctement. Alors, concernant nos rencontres, nous allons reprendre le flambeau et l'action. On m'a dit que le son est bon. Nous allons reprendre le flambeau et l'action au début du mois de janvier concernant un petit Zoom gratuit. Alors, on aura un Zoom fort probablement, je vais confirmer, c'est officieux, le samedi 10 janvier, un Zoom gratuit pour la présentation de mon nouvel opus, de mon nouveau livre, Le Maître sans Maître. Et le lendemain, on aura aussi un Facebook Live le 11 janvier. Je me répète, donc 10 janvier et 11 janvier. Il y aura 2 rencontres gratuites, une sur Zoom, une sur Facebook Live. Et il y aura un lancement au printemps, mais je ne sais pas quand, et un retour dans les salles pour les conférences au mois d'avril. Ou au mois de mai, j'aurai peut-être aussi un contrat au YMCA Park, donc la conférence de novembre va être remise, possiblement au mois de février, on verra tout ça. Salutations à tous et à toutes, n'hésitez pas à me dire bonsoir dans le clavardage. Ce soir, on parle, bien sûr, inspiré de Descartes, penser clairement et distinctement. Bien sûr qu'on sait que Spinoza a repris un petit peu, c'est un cartésien amélioré, Spinoza, et qu'il parlera de son côté d'idées claires. Hein? Conçu clairement et distinctement. Les idées claires et distinctes, les idées adéquates chez Spinoza. Voilà. Mais je vais commencer avec une mise en situation pour vous expliquer l'importance de penser clairement et distinctement. Et pour Descartes, ce qui est intéressant, c'est que la pensée, et ça c'est, je crois, dans la méditation 2, est-ce que je pourrais aller peut-être la chercher ici? Oui, je devrais être capable d'aller chercher la méditation 2 et vous lire ce beau passage où il définit la pensée, mais de manière très vaste. Hein? Les gens ont mal lu Descartes et réduisent peut-être la pensée à des opérations logiques, au fait de faire des liens entre des idées, à être strictement rationnel, mais la pensée chez Descartes, elle est très vaste. Et vous voyez ici dans la petite bibliothèque, là, voilà, non pas celle-ci, celle-là. J'ai sûrement les méditations quelque part. Je ne sais pas si je vais être capable d'aller chercher ce livre rapidement. Alors, merci à tous et à toutes d'être là de retour. C'est un retour. Merci à tous et à toutes d'être là. Partagez si vous appréciez à la fin. Pause de 2 semaines. Pause de 2 semaines. Notre dernière rencontre était le 16 novembre dernier et nous sommes le 30. Nous sommes de retour avec une petite réflexion sur la pensée. Je ne sais pas si je vais aller me risquer, aller chercher le tout. Si vous pouvez m'attendre, attendez-moi quelques secondes, vous pouvez faire des commentaires. Je vais aller chercher le tout dans ma bibliothèque en espérant trouver les méditations rapidement. Je vois simplement le discours de la méthode. Je n'ai pas les méditations, mais c'est pas grave. Je vais vous en parler. La pensée selon Descartes. Ok, gang, on commence. Merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer. Je vais aller d'une mise en situation. Penser clairement et distinctement. Je vais aller à partir de comportements. Je vais peut-être donner 3 exemples de comportements que je pourrais qualifier d'illogiques. OK? On ne sait jamais ce qui se cache derrière les motivations des gens. Mais allons-y
de comportement illogique. Je vais commencer par un exemple. Je vais m'en donner 3 exemples pour qu'on puisse ensuite se positionner face à cela. Alors, une étudiante m'écrit avant-hier, alors que j'ai dit que le cours de lundi était fort important, c'est un cours de consigne pour le travail final, que je devais valider les dilemmes éthiques formulés en une question. C'est un cours de consigne qui explique le travail final à rédiger. Je valide les dilemmes éthiques. Ils commencent à décrire la situation du dilemme qu'ils vivent. Je dis que c'est un cours obligatoire. Et une jeune fille m'écrit me demandant si c'est grave qu'elle vienne au cours, mais qu'elle parte très rapidement pour un rendez-vous chez le médecin. Qu'elle s'est, bien sûr, qu'elle s'est mise à l'horaire en plein milieu de mon cours. Situation intéressante. S'agit-il d'une étudiante modèle? Posons-nous une question. S'agit-il d'une étudiante qui, pour une fois, demande un certain privilège quant au cours? Hein? S'agit-il de quelqu'un qui est là pour un premier retard, première absence? La réponse à toutes ces questions, c'est non. Donc, c'est une étudiante retardataire. C'est une étudiante qui a manqué des cours. Et c'est une étudiante qui a peut-être certaines, comment dire ça, qui ne performe pas vraiment. OK? Alors, je parle de l'illogisme. Pensez-y, là. Vous devez vous-même, prendre un rendez-vous. Est-ce que vous prenez un rendez-vous en plein milieu de vos obligations? C'est-à-dire, est-ce que vous allez prendre un rendez-vous lorsque vous n'êtes pas disponible à prendre un rendez-vous? Donc, premier type de comportement que je juge illogique. On va poursuivre avec notre question. Ce soir, on parle de Descartes, on parle de penser clairement et distinctement, mais je vous pose 3 types de situations. Je vais bien sûr faire 3 cas de figure, puis ensuite on pourra développer là. Donc, j'ai mon premier exemple de comportement illogique. Parfait. Est-ce qu'on pourrait aller d'un autre exemple? Est-ce qu'on a besoin d'un autre exemple ou on peut simplement vaquer sur celui-ci? Étant donné que ce soir, je ne suis pas dans le mode imagination, je vais m'en tenir à ce premier cas de figure. Mais avant tout, revenons à Descartes. Pour Descartes, il y a 2 facultés fort importantes. D'abord l'intuition, ensuite la déduction. 2 facultés de l'esprit qui nous amènent bien sûr à saisir de manière directe les évidences. OK? Donc c'est important pour Descartes. Et Descartes associe la pensée intéressamment. Donc il y a deux facultés de l'esprit qui sont fort importantes. L'intuition, tout d'abord, pour saisir les évidences, qui sont en fin de compte des idées claires et distinctes. Et deuxièmement, la déduction qui permet de faire des liens, des raisonnements, à partir des évidences. Donc, imaginez que vous êtes en train de délimiter une scène de crime. Il s'est passé un événement, j'en ai déjà parlé dans le passé à travers des exposés sur Descartes, et vous devez mettre de l'ordre dans ce qui s'est passé. Il y a une scène de crime, donc quelqu'un qui est décédé, qui est assassiné, et vous devez recueillir des évidences. Vous allez d'abord commencer par délimiter le territoire, chercher les forensics evidence, en anglais, forensics evidence, les évidences, et bien sûr, tenter de délimiter le territoire et de questionner les gens qui étaient présents, qui ont vu, les témoins, etc., et colliger toutes les preuves, les évidences, pour ensuite tenter de savoir ce qui s'est passé. Qui a tué la personne qu'on a retrouvée morte devant chez vous?
OK? Donc, ce qui nous dit, donc Descartes, ce qui compte d'abord, c'est la recherche d'évidence, d'idées claires et distinctes. Et cela, bien sûr, s'opère par la déduction, qui est un mode de connaissance, de connaissance relevant les caractéristiques générales d'un phénomène. Par exemple, on observe un triangle, on va tenter d'une manière déductive mais intellectuelle, de sortir les caractéristiques propres à tous les triangles. Okay, donc, on a la quête d'évidence d'abord, puis ensuite, on va établir des liens entre ces évidences-là pour en arriver à répondre à une question, une problématique ou une hypothèse de recherche. Et on va passer pour Descartes à travers, bon, la méthode, recherche des évidences, faire des liens, et ça se termine par un rappel, une forme de dénombrement. Et avant le dénombrement, il y a la synthèse. Donc, évidence, analyse, synthèse, dénombrement. C'est les 4 étapes de la méthode. Alors, pourquoi je veux parler de la pensée selon Descartes ce soir? Donc, faculté de l'esprit qui permet d'établir ou de réfléchir et de poser des idées claires et distinctes. Peut-être parce que notre vie manque de clarté. Comme disait Nietzsche, nous savons beaucoup, nous sommes curieux un peu de tout, des faits divers, nous nous promenons sur les réseaux sociaux, lisons toutes sortes d'articles brièvement, mais sommes-nous capables de faire un travail de fond, un travail de la pensée, qui va plus loin? C'est ce qui a fait dire à Nietzsche, nous savons beaucoup trop, et nous ne pensons pas assez. Mais paradoxalement, Gaston Bachelard dit que les philosophes, d'autre part, ne savent pas assez et qu'ils devraient, disons, à contrario, non pas paradoxalement, que les philosophes devraient peut-être se mettre à savoir, se baser sur certains savoirs, obtenir certaines connaissances avant, bien sûr, de penser. Donc, on a 2 écoles de pensée, ici Nietzsche et Bachelard. Mais revenons au point, c'est quoi penser pour René Descartes? C'est quoi la pensée? Hein, c'est quoi la pensée? Ce qui est intéressant chez Descartes, c'est que la pensée implique à la fois la perception, à la fois l'imagination, à la fois la réflexion. Et bien sûr, au cœur de la pensée, hormis le fait de faire certains liens, il y a la présence importante de la remise en question, du doute, hein, de remettre en question tout ce que nous apprenons, les idées reçues, les opinions. Écoutez, on peut remettre en question ce que disent les politiciens, les médias subventionnés, etc. Et c'est fort important que de ne rien prendre pour acquis. C'est-à-dire, quelqu'un nous affirme quelque chose, à propos de quelque chose, hein, voilà la définition de discours. Nous allons bien sûr mettre tout cela entre parenthèses et interroger le discours dominant à tous les niveaux, qu'il soit politique, qu'il soit, comment dire, lié aux idéologies du moment. Et on remet même en question les propos des philosophes aussi. Voilà, donc pour Descartes, penser, c'est bien sûr il y a une faculté de l'esprit qui est quand même vaste, qui implique la perception, l'imagination, la réflexion, le doute, mais qui met de l'avant aussi l'aspect déductif et d'abord intuitif. Alors revenons à notre cas de figure. Je reviens ici. Salutations à tous et à toutes. Salutations à Cathy, Martine, Sonia, Magdalena, Christian et ceux qui nous écoutent en différé, qui vont nous écouter en différé, qui nous écoutent en secret, etc., et qui partageront cet enregistrement qui va se retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube parce que Facebook efface le tout après un mois.
Alors, ceux qui m'ont écrit cet après-midi me demandaient de quel terme abordes-tu. Tout se retrouve sur le YouTube. On a abordé plein de thèmes de manière à la bonne franquette, de manière spontanée et intuitive. Ici, et ça se retrouve sur Facebook. Ah, mis à part cela, ceux qui veulent être au courant pour la sortie de mon nouveau livre, et voilà, allez sur mon site mathieumartel.com. On a terminé la correction cet après-midi. Je voudrais remercier Aimé Lévesque qui corrige mes livres depuis, qui fait la correction, en plus, ainsi que la révision de mes livres depuis le tout début. Je voudrais la remercier. Et je voudrais remercier Martine aussi, qui est venue cet après-midi. En duo, on a fait la révision, la révision, et non pas la correction, la révision ensemble du corpus du livre qui va sortir début janvier. Et là, on remercie Evelyne qui s'occupe justement en ce moment qui s'occupe de la mise en page à travers un PDF et la couverture. Donc, tout est parti. On va avoir des nouvelles fin décembre, début janvier. Merci à tous et à toutes à ce sujet. Merci aux collaborateurs, collaboratrices. Je reviens à mon point. L'histoire avec laquelle j'ai commencé, c'est le comportement d'une jeune femme qui adopte un comportement illogique. Et souvent, nous vivons sans s'arrêter pour prendre le temps de réfléchir à une situation. Écoutez, certains sont mus totalement par leurs désirs, par leurs émotions. Certains ont des comportements totalement irrationnels. Mais d'autres prennent le temps, pas simplement de faire une liste des pour et des contre. On salue Daniel, qui est un adepte, Daniel qui nous dit, faites votre liste de pour et de contre et ensuite décidez à partir des meilleurs arguments. Alors Daniel nous invite à faire une liste, un inventaire. Mais on peut aussi aller de manière organique et s'asseoir et prendre une distance face à ce qui est, se demander, que puis-je faire dans cette situation? Quel est le mieux pour moi dans cette situation? Prendre du recul. Face à une situation, ce qui va éviter à la jeune fille, par exemple, d'adopter un comportement totalement illogique. Mais les humains sont fidèles à leurs désirs. Imaginons que la jeune fille n'aime pas le cours de philo. Et qu'elle ne voudrait pas être là. Donc, c'est que dans sa hiérarchie des valeurs, la philo, ça passe en dernier. Elle a d'autres priorités. Hein? Et elle veut à tout prix éviter d'être présente au cours et d'être présente trop longtemps au cours pour pouvoir aller faire autre chose. Mais pensez-y, les amis, est-ce que nous faisons cela des fois? C'est-à-dire de prendre un rendez-vous en même temps que nous avons d'autres obligations. Il ne faut pas beaucoup de recul. Il faut manquer de recul. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, j'ai pris l'exemple de la jeune fille au début, qui de manière illogique prend un rendez-vous durant un moment, une période où elle a des obligations. On peut être aussi logique lorsque, durant une journée, on se met justement 3 rendez-vous à la suite de l'autre, où l'on remplit notre journée de rencontres fort importantes, ce qui va générer bien sûr du stress chez nous. Il se peut qu'on arrive en retard, hein? Il se peut qu'on soit surchargé aussi, parce que nous avons trop d'obligations, ce qui augmente notre charge mentale, et entre les événements, on ne met pas de moment de repos. Donc, c'est mon deuxième exemple. Le premier exemple, on prend un rendez-vous durant un moment où on a une obligation. Deuxième exemple, on peut aussi surcharger sa journée de rendez-vous. Au nom de quoi? Au nom de l'efficacité, mais qui va amener par conséquent du stress, qui peut amener aussi des inquiétudes de ne pas être à l'heure, parce que nous mettons trop près l'un de l'autre nos rendez-vous. Donc ça, c'est mon deuxième exemple de comportement illogique. Troisième exemple, la procrastination absolue. Nous avons certaines obligations à rencontrer et nous décidons de toujours reporter. Reporter ce que nous n'aimons pas faire.
mais qui est de l'ordre de la nécessité. Alors, ça peut être un autre comportement qu'on pourrait qualifier d'illogique. Certes, Descartes ne va pas se positionner ainsi face aux événements, mais ce soir, on prend des cas où on pourrait dire qu'on a un comportement illogique. Le troisième exemple de mon comportement illogique, c'est de reporter ce qui est de l'ordre de la nécessité. Parce que souvent, les gens, face à ce qui est nécessaire, adoptent une position suivante qui est « je n'aime pas m'occuper de ce qui est nécessaire ». On peut penser au fait de changer, d'aller se procurer certains vêtements, de changer ses pneus de voiture à temps. On peut reporter le passage chez le dentiste, le fait de faire nos impôts. On dit « je n'aime pas ça », mais le problème avec le nécessaire, c'est qu'il y a bien sûr qu'il y a des délais prescrits par des autorités ou quoi que ce soit. Et on va subir, face à cela, on peut subir des pénalités, des tarifications, etc. Donc, nous avons quelquefois un problème avec le nécessaire déplaisant. Voilà, vous voyez 3 types de comportements, mais est-ce que Descartes nous dit comment agir, quoi penser? Non, Descartes ne nous fournit pas grand-chose au niveau de l'éthique. Je ne veux pas tomber sur les... J'ai déjà fait un live là-dessus sur les 3 principes de Descartes en éthique. Vous irez voir sur la chaîne YouTube. Mais ce soir, je voulais qu'on s'arrête et qu'on prenne conscience que souvent, nous ne prenons pas le temps de penser, de réfléchir à la situation et nous agissons de manière impulsive, de manière émotive, de manière réactive face aux événements, au lieu de simplement prendre le temps et de se dire « Parfait, je vais me trouver un moment pour accomplir l'acte nécessaire que je fuis depuis un bon bout de temps. » Que ce soit faire mon rapport d'impôt, d'aller faire un nettoyage chez le dentiste. Vous savez que c'est nécessaire, que ça s'impose, mais vous aimez procrastiner, remettre au lendemain, au surlendemain, à plus tard. Donc, on pousse, on met ça, c'est pas la fuite en avant cette fois-ci, c'est plutôt, on repousse. On repousse. On a ce comportement illogique-là qu'on repousse. L'autre comportement, c'est qu'on, par peur du vide, ben oui, certains ont peur de se retrouver avec eux-mêmes, bien sûr, par peur du vide. Ils invoquent le besoin de solitude, de se retrouver dans, dans leur sanctuaire, seuls face à eux-mêmes, mais c'est le plus grand défi de leur vie, nous dit Blaise Pascal. Mais oui, U.G. Krishnamurti dit la même chose. L'expérience ultime, c'est de s'endurer soi-même. Jung dira, prenez le temps aussi d'éclairer vos démons, d'éclairer votre ombre, mais encore faut-il s'arrêter. Mais c'est très difficile quelquefois d'être assis seul, chez soi, à ne rien faire. C'est pas facile que de se rencontrer soi-même. C'est un grand défi, mais pour ça, il faut, justement, comme dit Jean-François Billeté dans Esquisse numéro 2, s'arrêter. S'arrêter. Observer la situation. Constater. Et ensuite, on pourra se demander que faire. Arnaud Desjardins, dans son classique, c'est quoi le classique d'Arnaud? L'audace de vivre. On dit, commençons par observer. Bon, je dirais même s'arrêter. C'est le stop, le fameux stop qui était omniprésent dans Gurdjieff. On fait un stop, on observe, on écoute, on ressent. Et on va peut-être même avoir ressentir, avoir des visions, des idées qui vont nous venir à l'esprit. C'est ce qui s'est passé avec la rédaction de mon livre. Je me suis dit, j'ouvre une parenthèse. Moi qui voulais publier chez Alia en France avec Gérard de chez Alia. Et je me suis dit, Gérard reçoit 900 manuscrits par année. Il a une petite équipe de quelques personnes. Il en publie 30. Est-ce que je veux vraiment attendre
parier, puis finir dans un état d'espérance, pris captif de l'espérance, comme nous dit André Comte-Sponville, hein? Et ne pas savoir, mais oui, qu'est-ce qu'on est dans l'espérance? C'est quoi l'espérance? C'est un désir qui se décline en 3 caractéristiques. Certes, vous pouvez espérer d'aller mieux le lendemain matin, espérer guérir, c'est un léger souhait. Espérer d'avoir l'appel d'un de vos amis, voilà. Mais vous accrocher à l'espérance, c'est fort problématique. Pourquoi? J'arrête pas de ramener cette définition-là du Sponville qui se trouve dans le bonheur désespérément. On salue Sylvie qui a sûrement lu et relu Sponville, le bonheur désespérément. Un désir dont on ne sait pas s'il est ou s'il sera satisfait. Un désir qui ne dépend pas de nous, ça c'est le 3e élément. Et un désir dont la satisfaction, la jouissance, ne se produit pas ici maintenant. Mais oui, Sylvie entérine mon point, elle dit que oui, elle a lu et relu André Comte-Sponville dans Le bonheur désespérément. Mais pourquoi je parlais d'espérance? Je ne sais pas, j'ai divagué, j'ai ouvert une parenthèse, oui. Je me suis dit, si j'attends après Gérard, de chez Alia, je peux attendre longtemps. Mais l'intuition, justement, je parlais d'intuition, l'idée m'est venue, justement, j'ai aperçu la couverture, et je me suis dit, je vais continuer dans le chemin, dans l'édition, et y aller avec mes collaboratrices pour pouvoir, et mon imprimeur collaborateur, pour pouvoir mettre ça à jour. Vous voyez, donc là, je suis sorti un petit peu de mon sujet. Je parlais de prendre du recul, d'Arnaud Desjardins, voilà. Prendre du recul, observer, donc s'arrêter, observer, ressentir, écouter. Mais si on n'est pas capable de s'endurer soi-même, on ne voudra pas s'arrêter. C'est peut-être trop pénible, s'arrêter. C'est plus facile réagir. C'est plus facile se lancer dans la compulsion. C'est plus facile dire oui à toutes les offres à gauche et à droite. Il y a tellement de propositions de nos jours, de suggestions multiples. Hein? Mais jamais on arrivera peut-être à faire la lumière et à voir notre situation de manière claire et distincte si on n'est pas capable de s'arrêter. Blaise Pascal avait décrit ce phénomène de l'étourdissement, de la quête du divertissement, de cette fuite à vouloir sauver tout le monde autour de nous. Hein? De jouer les Mères Teresa, tout en s'oubliant soi-même, en ne prenant pas soin de soi-même. Alors, quelquefois, c'est bien de prendre une petite pause et se détendre pour pouvoir rêvasser, imaginer, penser, faire des liens, douter, de manière gratuite, en toute gratuité. Et comme disaient les anciens, hein, pour l'acte même de réfléchir et de penser, faire des liens, observer sa situation, se demander, suis-je en train de me mettre dans le pétrin? Suis-je en train de me nuire à moi-même par mon comportement? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis toujours en train de rajouter quelque chose? Je me sens incomplet. J'en rajoute. Au lieu de cesser d'en rajouter, au lieu de, comme disait Plotin, d'en retrancher un peu.
Je jasais avec mon ami Martin quand j'allais au gym ce matin. J'ai dit novembre et décembre, prends ça relax. Hein? Prends ça relax, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans des obligations imaginaires, pensant ou croyant à cet adage que nous n'en faisons pas assez. Peut-être que nous en faisons trop et que nous en faisons trop. Alors pourquoi pas prendre le temps pour rêvasser, réfléchir, faire des liens en toute gratuité et prendre du recul. Prendre du recul en prenant une pause. Une pause. S'arrêter pour observer notre situation avant la nouvelle année. Alors, c'est ça, ce soir, je te tentais de réfléchir sur cette notion, d'en arriver à, justement, à penser, s'informer moins et savoir moins et penser plus clairement et distinctement, c'est-à-dire d'éclairer porter un regard sur nos actions, notre comportement et se demander suis-je en train de me nuire à moi-même? Suis-je en train de prendre les bonnes décisions? Est-ce que je vois clair? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis pris dans des mécanismes de fuite? Simplement ça. Prendre un petit recul et de tenter de voir clairement et distinctement une situation. C'était le thème de ce soir. La clarté. Avant de prendre certaines décisions. Sur ça, les amis, merci pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié. Écoutez, je me suis laissé envoler. Ça faisait 14 jours que je n'avais pas fait de live. On va se revoir bientôt. Je ne sais pas quand, sûrement au début décembre. Merci à toutes et à tous pour votre présence. On se revoit bientôt. Mon prochain livre va sortir fin décembre, début janvier. Je vais vous tenir au courant sur mon site, ma page Facebook Pro, Mathieu Martel, philosophe, etc. Et j'espère vous voir bientôt. On aura un Zoom gratuit le 10 janvier, mettez ça à l'agenda. Je vais envoyer une pub. Et un Facebook Live sur mon livre le 11 janvier aussi, si tout va bien. Un jour à la fois. Ici maintenant, prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. À la prochaine tout le monde. Bye bye.